Bonsoir à tous et bienvenue sur 01net TV pour ce deuxième numéro de 01 Live Hebdo. Il est 18h pétante, nous sommes en direct sur 01net.com, sur YouTube, sur Dailymotion, pour vous faire vivre le débriefing de l'actualité high-tech de cette semaine. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour François Sorel. Et oui, nous sommes très heureux de vous retrouver. Alors on espère que ça va se passer encore mieux que la semaine dernière. Ah oui, là franchement, si tout va bien, ça va être nickel. Voilà, donc le son est bon, l'image est bonne, tout le monde est en piste et on a plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Oui, Alors, on va démarrer par quoi? Par le gros sujet d'actualité de ce jour et de la semaine sans doute. Google se sépare de Motorola pour quelques milliards. Pourquoi Lenovo a-t-il racheté Motorola à Google? On va essayer d'avoir quelques éléments de réponse tout à l'heure avec Frédéric Simotel. La musique numérique continue de tisser sa toile avec un nouveau service de streaming qui arrive et qui émane d'un constructeur de casques. C'est assez insolite, on va en parler, c'est Beats Music. Delphine Sabatier nous rejoindra tout à l'heure pour son Zoom Actu, son billet d'humeur, et on essaiera de comprendre pourquoi Arnaud Montebourg rentre en guerre contre le low cost. Il est très colère. Oui, c'est vrai. On ira faire un tour, et ce sera à chaque fois pareil dans 01 Live, du côté du labo du 01 Lab, pour découvrir des petites nouveautés. Alors aujourd'hui, la moisson de smartphones de Stéphanie Molinier. Et croyez-moi, si vous aimez les smartphones, je pense que vous allez être hyper content. Oui, et puis on parlera... Ils sont mûrs, ils sont doux, ils sont beaux. On parlera de stockage, des disques durs comme s'il en pleuvait, et puis surtout une clé USB, écoutez bien, d'1 téraoctet. Impressionnant. Tout ça dans quelques centimètres carrés. C'est François Baudin qui nous parlera de tout ça et qui nous montrera tous ces produits tout à l'heure. Voilà, on vous rappelle que ce 01 Live est à suivre sur 01net.com, mais également sur Dailymotion, sur YouTube et chez nos amis de Live TV d'Orange. Voilà, nous sommes en direct, c'est 01 Live Hebdo. Soyez les bienvenus, c'est parti. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de commenter l'actu de cette semaine, on va s'intéresser à notre question 01 Live Orange, Jérôme, puisque vous le savez, chaque semaine, on vous pose une question, un sondage. On vous invite à y participer pour avoir des tendances comme ça dans le monde des nouvelles technologies. Et on revient à la question de la semaine dernière. Comment... non, alors ça, c'est cette semaine. Comment écoutez-vous votre musique? Ce sera tout à l'heure. On parlait des objets connectés la semaine dernière, rappelez-vous. Est-ce que les objets connectés vous font rêver? Et quels sont les objets connectés qui vous font rêver? Voilà, alors une semaine après, bien voici ce que ça donne, ce sondage, avec une tendance qui est intéressante. L'objet connecté qui vous fait le plus rêver, visiblement, ce sont les Google Glass, les lunettes connectées de Google. C'est vrai qu'on en parle tellement que bon, c'est à la limite le plus connu. Après, il y a le concept de Mother de Rafi Aladjian. Vous savez, cette espèce de barbe à papa connecté. Vas-y, explique. Merci beaucoup. Tu as 3 heures là à peu près. En fait, bref, c'est une espèce d'objet connecté que vous installez à la maison et qui va en fait discuter avec des petits tags que vous allez pouvoir placer sur des objets du quotidien. Ça peut être une machine à café, un portefeuille, une porte. Voilà. Et tout ça est mélangé et vous donne des informations voilà, sur ces petits objets connectés. On en reparlera de ce Mother. En tout cas, ça a l'air de vous plaire. Bon, et puis vous voyez alors les autres, donc Aura de WeThings, les bracelets Fitbit, le Flower Power. En revanche, petit succès pour la Happy Fork, la fourchette connectée. Bon, et aujourd'hui, enfin cette semaine... notre deuxième sondage. Autre question, 01net Orange. Voilà, puisqu'on va parler de Beats Music tout à l'heure avec Éric Le Bourlou, on va vous demander comment écoutez-vous la musique aujourd'hui. C'est vrai que la musique sur le web, voilà, c'est l'un des services rois. Alors comment l'écoutez-vous? Vous l'écoutez en streaming gratuit, avec de la pub. Vous l'écoutez peut-être en streaming payant, genre Spotify, Premium, Deezer, etc. Est-ce que vous achetez des morceaux sur iTunes? Ça, c'est plus traditionnel, le téléchargement de musique à l'acte ou par album. Vous l'écoutez sur YouTube, gratuitement, de manière légale. Est-ce que vous téléchargez la musique illégalement? Vous pouvez nous le dire aussi, ce sondage est complètement anonyme, donc il n'y a pas de souci. Ou alors vous écoutez encore vos vieux CD. Et pour répondre, on aurait pu rajouter les vinyles aussi, parce que les vinyles reviennent un peu à la mode. On ne fait pas dans le vintage. Non. Pour répondre, vous allez sur 01net.com, vous cliquez sur la page 01 Live et vous allez tomber donc sur la question 01net Orange de cette semaine. Allez-y, n'hésitez pas et vous pouvez aussi réagir en temps réel sur cette émission, nous poser des questions, interagir avec nos invités. Le hashtag, c'est tout simplement hashtag 01 Live. Voilà, et vous nous laissez votre petite question. On est connecté sur Twitter, on pourra les suivre. C'était il y a plus d'un an et demi, à l'été 2012. Google sortait son porte-monnaie pour racheter Motorola, fabricant star de smartphones américains.
12,4 milliards de dollars. Et voilà Oui. qu'il vient d'annoncer. C'est pas énorme. Hein. Non, 3 fois rien. C'était quand même beaucoup par rapport au prix de revente, puisque Google a décidé de revendre Motorola au Chinois Lenovo 2,9 milliards de dollars. Ça a été annoncé hier. Alors c'est un peu un coup de théâtre, hein, une surprise. On va essayer d'analyser tout ça avec notre invité, Frédéric Simotel, qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Jérôme, bonjour. Alors, Frédéric Simotel, que vous connaissez si vous êtes un fervent téléspectateur de BFM TV, il est aussi sur BFM Business, c'est un peu notre Manitou pro ici. Alors, étonnant quand même ce rachat, voilà, ça s'est passé il y a quelques heures. Motorola, vendu à Lenovo par Google. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a déjà. Alors, la première chose, c'est que voilà, lorsque Google a racheté cette division de Motorola, on s'est dit super, ils veulent faire un peu Apple sur Android. Voilà, ils auront leur téléphone, ils auront leur système Android, et puis c'est parti. Et puis voilà, bon, il y a des modèles qui sont sortis, le Moto X, le Moto G. Moto X, Moto G, ouais. Voilà, téléphone assez traditionnel. On n'a pas senti un engouement de Google derrière tout ça. Ils n'ont jamais intégré Motorola. En fait. Non, et Motorola est toujours resté une entité à part. Ils avaient sur les téléphones, il y avait marqué Motorola by Google. Hein, et ils avaient mis à la tête de cette division une personne qui s'appelle Denis Woodside, qui était quand même un pur produit Google, rentré chez Google en 2003. C'est lui qui avait déployé Google partout en Asie, en Europe. Il dirigeait Google Amérique, donc ils avaient quand même la volonté que ce soit un produit maison, mais ils l'ont gardé comme entité autonome. Motorola, bon, on l'a vu, ça fait pas partie des marques aujourd'hui réputées dans le monde du smartphone. Ils ne se sont pas imposés. On peut dire qu'ils ont eu du mal à sortir. Il faut voir que l'actionnaire précédent, Motorola, commençait à s'en désintéresser. C'est donc pour ça qu'ils l'ont cédé à Google. Et puis Google, voilà, ne l'a pas vraiment intégré. Google, on l'a senti par contre beaucoup plus. Google a beaucoup plus d'appétit sur les t-shirts connectés, les montres connectées, les voitures connectées, les maisons connectées. Le téléphone, beaucoup moins. Donc ils trouvent un bon accord, je pense, avec Lenovo. Alors, il faut dire ils s'en séparent. Google, c'est Android, et Android qui fournit à tous les autres constructeurs en tête. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi un peu de la diplomatie de la part de Google de se séparer de Motorola pour laisser le champ libre au Samsung? C'est fait de façon habile, c'est fait de façon politique, parce que c'est vrai que tout le monde a eu un craint au départ lorsque Google a racheté ses téléphones Motorola, que Google, peu à peu, allait avoir son téléphone Android et un peu, je disais, être l'Apple de l'Android, et que derrière, les Samsung, les HTC, enfin tous ceux qui travaillent aujourd'hui avec Android se retrouvent un peu en deuxième choix par rapport à des téléphones. Et comme vous disiez tout à l'heure, on aurait pu imaginer tout simplement que Google verrouille Android avec Motorola et dise bye bye à Samsung, LG, Sony pour réitérer le succès d'Apple. Mais franchement, c'était se tirer une balle dans le pied. Et puis, je pense qu'il y a aussi toute une culture derrière. C'est-à-dire Google, les téléphones vendent des téléphones mobiles. Et bien voilà, il y a toute une phase, il y a un process derrière de logistique, de production. C'est un métier. C'est un métier, et Google, voilà, n'est pas forcément, c'est pas sa priorité aujourd'hui. Donc ils s'en séparent. On peut revenir sur le prix aussi. Alors il faut savoir, on parle de. Oui, est-ce qu'ils ont perdu de l'argent? Parce que 12 milliards 4 d'acquisition et revente 2 milliards 9, on se dit, waouh, ils se sont fait avoir. Alors, c'est pas la même corbeille non plus, puisqu'il y avait 17 000 brevets lorsqu'ils ont racheté cette division Motorola Mobile à la maison mère Motorola. Donc, il y avait 17 000 brevets. Là, ils en lâchent 2 000. Il y a quelques accords de licence, donc ils gardent quand même les beaux brevets. Et c'est peut-être ce qu'ils voulaient au départ, en réalité. C'est principalement les brevets. Parce que les brevets, c'est un peu stratégiquement... Et puis incontournable après, pour un qui perdent de l'argent, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont des bons financiers à leur tête, donc ils ne doivent pas en perdre beaucoup. Mais vous savez, après, c'est des montages tellement complexes. Je reprends une partie en cash, je reprends une partie en action. Donc voilà, la valorisation. Ça me coûte plus cher, mais voilà, la valorisation ne paraît pas délirante aujourd'hui elle paraissait plus délirante sur les 12 milliards. Là, aujourd'hui, le produit de revente, voilà, c'est à peu près le coût. Frédéric, ce qui est étonnant, c'est que Motorola va devenir chinois. Alors ça, non, mais enfin, franchement, c'est quand même. Ça, c'est les questions qu'on peut se poser. Parce que Lenovo, c'était en novembre, avait des visées sur BlackBerry. Oui, on s'en BlackBerry souvient, qui est canadien. Les autorités canadiennes ont dit non, on ne veut pas que BlackBerry passe sous pavillon chinois. Donc voilà, Lenovo est reparti un peu dépité. Là, on va voir ce que disent les autorités américaines. Il faut quand même savoir que Lenovo, il y a 10 ans aujourd'hui, avait racheté la division PC portable d'IBM. Et aujourd'hui, ils sont numéro 1 du PC. Ouais, ils sont numéro 1 du PC. Et puis tout le monde avait dit, oh là là, les autorités américaines. C'est pas la première société américaine qui rachète en tout cas. Lenovo, la semaine dernière, a annoncé qu'ils étaient intéressés par acheter la division serveur x86, c'est-à-dire les serveurs à base Intel, donc les serveurs pour entreprises d'IBM.
Donc là encore, c'est soumis à l'accord des autorités. On imagine que les autorités américaines vont donner leur accord. Mais voilà, il y a quand même cette interrogation. Donc Motorola devient chinois. Est-ce qu'ils vont garder la marque? Vous savez, la marque Lenovo, au départ, ils avaient gardé le ThinkPad. Voilà, puis maintenant, c'est une belle marque Motorola. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même une... c'est une grosse news. Une page qui se tourne dans le domaine de la téléphonie Lenovo, mobile. en plus, a montré toute la réussite. Ils ont vraiment réussi dans l'univers du PC portable. On peut imaginer que voilà, ça va devenir un acteur clé aujourd'hui dans d'ici 18 mois, un acteur clé dans le monde du mobile. On va suivre ça de près. Merci beaucoup Frédéric Simotel de la rédaction de 01 Business. Merci beaucoup. Bon, on enchaîne. Sur la musique. Sur la musique. Oui. Avec Éric Le Bourlou. Bonjour. Merci d'être là. Éric Le Bourlou qui, depuis quelques jours, les amis, on le voit, il déambule dans les couloirs de 01net.com. Avec un casque sur les oreilles. Avec un casque sur les oreilles, en train de, heureusement, de danser un petit peu. C'est pas pourtant qu'il ne travaille pas, il travaille évidemment beaucoup. Mais en même temps, il testait. Tu testes un nouveau service qui vient d'arriver aux États-Unis, pas encore en France, mais c'est intéressant parce que ça va sans doute arriver très vite chez nous. Oui, il y a des chances. Il s'agit de Beats Music, qui est qu'on peut comparer à Spotify, Deezer, Qobuz, etc. Oui, exactement. C'est un nouveau service de streaming musical qui a été lancé par la marque Beats. Vous en parliez tout à l'heure, qui est une célèbre marque de casque qui a notamment été lancée par Dr. Dre, le rappeur. Effectivement, c'est un nouveau service musical qui ressemble beaucoup à Spotify, mais qui a quand même ses particularités et qui est plutôt intéressant en fait parce qu'ils ont vu ce qui se passait sur le streaming musical, ils ont regardé Spotify, surtout Spotify. On peut écouter des dizaines de millions de titres. Voilà, c'est la même chose. Il y a 20 millions de titres à peu près à écouter, avec les mêmes défauts et avantages. Ses playlists si on a un mode avion sur le téléphone, etc. Donc voilà, c'est les mêmes. C'est à peu près la même chose que Spotify, mais il y a quand même un gros changement. C'est un point de vue de l'interface. Alors déjà, Spotify a été conçu avec le PC en tête. Quand Spotify a été lancé, c'était d'abord un logiciel pour écouter de la musique sur son ordinateur. Puis ils ont décliné ça avec une offre mobile. Là, ils sont partis du cheminement inverse. Ils ont dit on va d'abord faire une appli mobile. Et c'est donc un service qui a été adapté pour être utilisé sur son mobile. Et c'est plutôt assez bluffant parce que l'interface est absolument géniale. Alors non seulement elle est belle, bien plus belle que celle de Deezer ou de Spotify. C'est très intéressant et très joli à voir. Mais en plus, effectivement, c'est vraiment adapté à une utilisation sur mobile. C'est très pratique à utiliser sur mobile. La grosse différence... Oui, la force, c'est qu'il y a un système de recommandation de musique qui est assez innovant par rapport à ce que fait Spotify, Qobuz ou Deezer, c'est ça ? Exactement. En fait, quand vous lancez pour la première fois le logiciel, on va vous demander en fait quels sont vos genres de musique préférés, quels sont vos groupes préférés, et en fonction de ça, en fait, le logiciel va mouliner pendant quelques secondes et vous proposer en fait des playlists qui ne sont pas automatiquement générées, qui ont été créés, alors il y en a des milliers, mais qui ont été créés par ce qu'ils appellent en anglais des curateurs, des gens qui sont spécialistes de la musique. Alors ils ont embauché plein de gens, des programmes. Par exemple, il va y avoir un spécialiste de Michael Jackson, il va y avoir un spécialiste de exactement. Un spécialiste de Claude François. Ça c'est pas sûr. Non. Et pourtant on trouve beaucoup de musique française, parce que c'est le même catalogue, mais je pense pas qu'en musique française ce soit les meilleurs pour l'instant. Donc par exemple, si on est fan de funk, on va avoir le top du critique de funk qui va faire une playlist qui va être incontournable en fait. Exactement. On a ce genre de contenu. Des robots et des algorithmes. Voilà, sur les autres systèmes qui vous conseillent plus ou moins des playlists en fonction de ce que vous écoutez déjà, ce qui n'est pas forcément le plus pertinent. Mais on a l'impression que c'est là, aujourd'hui, que va se faire la bataille de ces services de musique en ligne, puisqu'ils sont tous similaires. C'est véritablement sur la musique qu'ils vont pouvoir nous proposer. Exactement, sur la découverte. On ne peut pas rester passif devant ce genre de service. On a toujours envie, en fait, d'être comme un peu à la radio, être surpris par des nouvelles playlists, par des nouvelles chansons, de nouveaux artistes. Donc là, effectivement, les radios sont donc super bien, ça marche vraiment bien. C'est bien pratique pour découvrir de nouveaux morceaux. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse différence avec un service comme Spotify, qui effectivement le permet, mais par le biais d'applications externes qu'il faut ajouter. Et donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus efficace. Beats Music n'existe pas encore en France. Non, ça coûte le même prix que Spotify par contre aux États-Unis, c'est-à-dire $9,95. Pourquoi pas en France encore ? Parce que évidemment c'est des droits aussi à acquérir dans chaque pays, etc. Puis en général ce genre de service se lance sur un marché, parce qu'en plus il faut qu'il y ait un sacré nombre de serveurs derrière pour assurer le streaming de façon correcte. Donc ça, en général ce genre de service. Après il y a la négociation des droits, j'imagine, pays par pays. Exactement. Mais ça devrait arriver en France. On espère cette année, On peut y arriver, on peut tester ce genre de produit. D'un VPN, par cœur. Mais c'est complètement légal, on peut. Ah oui, tout à fait. Enfin, c'est tout à fait légal, pas tout à fait légal quand même, mais bon, c'est pas. Non, mais c'est pas très grave. C'est beaucoup moins grave que de pirater, par exemple, ces morceaux. Bon, alors à propos de piratage, tiens, je vous écoutais attentivement, mais en même temps, je surveillais la question 01net Orange.
Les amis, écoutez, ce qui arrive en tête en termes d'usage de musique aujourd'hui, c'est en majorité le téléchargement illégal. Alors on répète peut-être les questions, les propositions qu'on vous donne sur ce sondage, 01 Orange. Je veux même vous les donner dans l'ordre. En premier, je télécharge illégalement à 28%, c'est ce que vous avez répondu. Et ensuite, téléchargement, écoute en streaming gratuit 19%, streaming payant 18%, sur YouTube 17%, j'achète des morceaux sur iTunes 14%. Il y a 4% d'entre vous également qui utilisent encore ces vieux CD. C'est toi, là? Moi, c'est des vinyles, cher ami. Eh oui, je fais de la résistance. Bref, si vous voulez participer à ce sondage 01net Orange, allez-y, 01net.com, vous cliquez sur la page de l'émission et vous votez. Ça sera le bienvenu, vous serez les bienvenus. Et c'est avec intérêt qu'on lit justement vos opinions sur ce sujet. Une petite news qui ne nous a pas échappé cette semaine. Parce que vraiment, elle nous a bouleversés. On parlait la semaine dernière d'objets connectés. Oui, c'est vrai. Eh bien, voici un objet connecté, vraiment pas comme les autres. C'est un soutien-gorge connecté. Tiens donc, Jérôme. Un soutien... Oui, mais alors attention, parce qu'on rigole comme ça. Un soutien-gorge connecté, on a l'impression que c'est pour se marrer. Alors c'est quoi? Moi, ça ne me fait pas rigoler, sincèrement, quand je vois la demoiselle. Non, c'est bien. C'est pour lutter contre les agressions sexuelles, voilà. C'est-à-dire? Car grâce à des détecteurs de fréquences cardiaques, eh bien, le soutien-gorge est capable de dire si la personne, la jeune femme qui porte le soutien-gorge n'est pas d'accord pour répondre aux avances qu'on est en train de lui faire. Oui. Et du coup, le soutien-gorge est bloqué, on ne peut pas le dégrafer. En revanche, si elle est amoureuse et si elle est avec son chéri, là, le soutien-gorge est capable de détecter les pulsations cardiaques, de l'amour, des pulsations cool, sympathiques et tout. Voilà. Et là, c'est pas vrai. Oui, il s'ouvre tout seul ou il faut quand même... Il s'ouvre tout seul, je pense qu'on va le voir sur les images là. C'est formidable, attendez. Voilà, tu vois, il s'ouvre tout seul. C'est magnifique. Donc c'est magnifique. Donc il y a des ingénieurs qui ont travaillé sur ce concept quand même. Ok, c'est drôle, mais moi je trouve que c'est pas du tout idiot. C'est-à-dire que ça part du principe que le soutien-gorge c'est quelque chose qui est très près du cœur. Oui. Et le cœur c'est intéressant pour les objets connectés parce que si on met un cardiofréquence-mètre, on peut détecter des tas de choses, et notamment si la personne est stressée, etc. Par exemple, Microsoft travaille sur un autre soutien-gorge connecté qui lui servira à lutter contre la boulimie, c'est-à-dire qu'il paraît que les personnes boulimiques, lorsqu'elles ont comme ça une fringale et qu'elles ont envie de se jeter sur le réfrigérateur, elles ont le rythme cardiaque qui s'accélère. Le soutien-gorge est capable de le détecter. Dans ce cas-là, il envoie des alertes pour dire attention, non, pense à autre chose, ne va pas vers le réfrigérateur. Donc c'est sérieux. Franchement, les objets connectés, on en voit de toutes les couleurs. C'est impressionnant. Ouais. Bon, écoute, il nous tarde de tester, pas nous-mêmes le soutien-gorge connecté, mais si une collaboratrice de 01net veut, pourquoi pas. Voilà. On verra bien. Et sans aucun rapport, on accueille dans un instant Delphine Sabatier. Et ça n'a aucun rapport. Effectivement, ça n'a aucun rapport. Delphine Sabatier, bonsoir. Merci de le préciser. Directrice des rédactions de 01net. Delphine qui, chaque jeudi soir, est dans 01 Live Hebdo pour son billet d'humeur, son Zoom Actu. Avec aujourd'hui, Delphine, un gros dossier un peu polémique. Alors, la baisse des prix dans la téléphonie mobile. On est tous pour les forfaits qui coûtent moins cher. On a déjà fait énormément d'économies, tous. Ouais, tous, sauf Arnaud Montebourg, car visiblement le ministre de l'économie et des finances, lui, met en garde contre cette course au low cost. Il se demande même s'il y a de la place pour 4 opérateurs en France. Alors Delphine, pourquoi est-ce que Montebourg veut stopper la course au low cost? Quelle mouche a piqué le ministre du redressement productif à l'heure où on parle justement du pouvoir d'achat, redonner du pouvoir d'achat aux Français? Lui fait la guerre au prix bas. Donc c'est un peu étonnant, pourtant il l'a vraiment réaffirmé. Il a précisé, alors je cite, qu'il voulait calmer les ardeurs de l'amour du low cost dans les télécoms. Pour être clair, cette guerre des prix dans le mobile, ça lui sort par les yeux parce que selon lui, ça met en danger véritablement les investissements nécessaires dans les réseaux pour sortir la France de la fracture numérique. Alors l'enjeu serait donc la lutte contre la fracture numérique, justement. C'est ça, il s'agirait de choisir entre des prix bas dans le mobile et du très haut débit en France partout. Alors, pour remettre dans le contexte, on se souvient qu'à l'arrivée de Free Mobile, ça avait semé un vent de panique chez les opérateurs historiques qui ont très vite prévenu que toutes les plumes qu'ils perdraient, qu'ils laisseraient dans cette guerre des prix, seraient de l'argent en moins pour les investissements d'avenir. La menace. Et justement, l'État compte sur plus de 20 milliards d'euros d'investissement pour déployer la fibre optique en France. Donc si les opérateurs ne jouent pas le jeu, ça pose quand même un problème. Que va devenir ce plan France très haut débit auquel tient tellement Arnaud Montebourg et Fleur Pellerin?
Qui va payer si ce ne sont pas les opérateurs, les collectivités locales, des nouveaux impôts? On verra mieux. Alors le ministre se dit donc très inquiet et préoccupé par cette situation et c'est pourquoi il préfère que les opérateurs cessent leur querelle de part de marché sur le mobile pour garder des sous, pour réduire la fracture numérique. Mais alors comment il va faire très concrètement? Il ne peut pas faire grand-chose très concrètement, pour l'instant en tout cas. Alors avant-hier, ils ont quand même annoncé qu'ils allaient imposer des nouvelles obligations aux opérateurs, notamment en matière d'investissement et d'emploi. Précisément, d'ailleurs, Arnaud Montebourg a dit qu'il allait sans doute imposer des obligations de relocalisation des centres d'appel et d'investissement dans la fibre optique. Mais tout ça ne pourra intervenir que dès lors qu'on aura un nouvel appel à nouvelle fréquence, c'est-à-dire pas avant 2015-2016. Ouais, pas tout de suite. Donc. Et là, voilà, ce sera une contrepartie que les opérateurs sont obligés de signer. Alors, qu'en pense le gendarme des télécoms, l'ARCEP, Delphine? Alors, lui, il va avoir d'abord des nouveaux pouvoirs de sanction pour faire respecter ces nouvelles obligations. Mais sur le fond, quand même, Jean-Ludovic Silicani, le président de l'ARCEP, n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que notre ministre. Quand Arnaud Montebourg juge que 4 opérateurs en France, c'est trop de concurrence, Silicani, lui, met plutôt en garde en disant attention, la concentration sur le marché, c'est dangereux pour l'emploi en France. Et puis, ça risque aussi de faire grimper les prix très vite. Monsieur Silicani qui avait donné aussi l'autorisation à Free Mobile d'émettre, en quelque sorte. C'est quand même... Enfin, c'est un paramètre assez important. La personne pas qui a négligé. fait rentrer Free sur le marché du mobile. C'est vrai. Vous avez raison de le préciser. Donc, voilà, il a d'ailleurs donné l'exemple aussi hier de l'Autriche, qui avait passé de 4 opérateurs à 3 opérateurs et les prix ont grimpé de 10% en un trimestre. Alors, comment ça va finir, toute cette histoire? En bain de sang, j'ai On n'a pas de boule de cristal pour savoir s'ils sont 3 ou 4 à la fin de l'année, ces opérateurs. Pour l'instant, la voie qui est choisie, c'est de mutualiser les réseaux. Donc, il y a un premier accord entre SFR et Bouygues Télécom qui va être signé par le conseil d'administration dès demain. On verra si ça marche, si ça ne marche pas. En attendant, la guerre des prix continue, vaille que vaille, et les mobinautes ne s'en plaignent pas, je crois. Ouais, oui, pour l'instant, évidemment. Réagissez, hein, n'hésitez pas, 01live, hashtag 01live sur ce rendez-vous Zoom Actum de Delphine. Est-ce que vous pensez que c'est au gouvernement de se mêler de tout cela? Dites-le nous. Merci Delphine, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. On poursuit, Jérôme? On va aller faire un tour tout de suite du côté du 01 Lab. Je vous propose maintenant d'aller dans la caverne d'Alibaba de 01net, direction le 01 Lab. Franchement, si vous êtes geek, vous rêvez tout comme nous de vivre dans cet endroit. Stéphanie Molinier est avec nous depuis le 01 Lab. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour François, bonjour Jérôme. Et bien voilà, Stéphanie. Salut Stéphanie. Alors là, vraiment, on est au cœur de tout ce qui se passe. Voilà, exactement. Stéphanie est là, son bureau est juste là, vous le voyez. Alors ce qu'il y a de particulier dans le bureau de Stéphanie, c'est qu'elle a à peu près une vingtaine de téléphones tout le temps là, installés, comme ça, qu'elle teste. Elle leur fait subir les pires sévices, on peut vous le dire, puisque si vous lisez les tests de 01net.com, c'est en partie grâce à Stéphanie, mais aussi à Bruno Cormier. Stéphanie, 2 nouveaux smartphones que vous allez nous présenter ce soir. Oui, tout à fait. Alors, c'est les smartphones de la semaine. Pour 2 d'entre eux, ils arriveront en février. Alors, on connaissait chez Sony la phablette Z Ultra. Donc voilà, un très grand format, très grand écran de 6,4 pouces. On connaissait aussi le smartphone Z1. Alors, le smartphone Z1, c'est le smartphone haut de gamme de Sony. Et maintenant, arrive un tout nouveau modèle. Voilà, il s'agit du Z1 compact. Le petit frère. Le petit frère. On voit que vous avez de très beaux néons au-dessus, hein, parce qu'il y a un reflet, mais là c'est mieux. Voilà, comme ça c'est parfait. Comme ça, c'est bien. Il est rose, c'est ça, ou rouge? Alors, il est rose, c'est un très joli rose. On a l'impression que c'est une glace à la fraise. Il est pour vous. Mais je rassure tout le monde, et plus particulièrement les hommes. Il existe également en noir, en blanc, enfin, dans des couleurs un petit peu plus classiques. Alors, quelle est la particularité de ce smartphone, Stéphanie? Eh bien, c'est une idée très intéressante de Sony, qui a appelé son smartphone le Z1 compact et non pas le Z1 mini. Parce que s'il est mini par la taille, c'est en fait l'un des smartphones les plus puissants du marché. Il est même quasi plus puissant grâce à son petit écran et plus autonome que le Z1. Donc on est sur du processeur 4 cœurs à 2,26 GHz. Donc ça envoie du lourd et ça peut faire tourner vraiment tout type d'applications. Et l'idée de Sony, c'est de venir en fait un peu chasser sur les terres d'Apple et des iPhone 5C et 5S avec un petit format qu'on peut utiliser d'une seule main, comme l'iPhone,
mais qui va être ultra puissant. Et ça, pour l'instant, ça n'était occupé que par Apple. Oui, c'est amusant. Alors que Apple envisagerait de faire un écran plus grand, là, c'est Sony qui va faire un écran plus petit. On ne va pas s'en sortir, les amis. Ça devient très compliqué. Autre smartphone que vous testez pour nous en ce moment, Stéphanie? Alors, l'autre smartphone, alors là, c'est totalement différent. C'est Nokia. C'est la dernière phablette de Nokia, le Lumia 1320. Il a un très bel écran. Hein, voilà, bel écran, ah ouais. Grand écran. Alors, Nokia avait déjà commercialisé une phablette en fin d'année dernière, mais une phablette ultra haut de gamme, hyper bien équipée à 700 €. Cette fois-ci, voilà donc une phablette à 300 € seulement, en format 6 pouces. Ah oui, donc on peut Et avoir là, un vraiment, grand écran. ça démocratise la phablette. D'accord, mais alors on fait l'impasse sur quoi? Sur l'appareil photo, sur la puissance processeur? Parce que j'imagine qu'à 300 €, il y a des faiblesses quand même. Tout à fait. Il y a un écran qui n'est pas Full HD, et puis c'est un smartphone qui est beaucoup moins puissant, on va dire. Il est équipé d'un processeur double cœur. Si je ne m'abuse, il n'a qu'1 Go de RAM. Et puis surtout, la chose importante, c'est qu'il n'a pas le capteur photo habituel PureView. Des derniers smartphones de Nokia, il a seulement un capteur 5 mégapixels, mais bon, qui fait des photos assez correctes et des vidéos relativement fluides. Stéphanie, rapidement, le troisième. Bien. Et le troisième, très très vite. Allez. Alors, c'est un smartphone à petit prix. C'est le dernier smartphone d'Acer, le Liquid Z5. Et la particularité de cet appareil, c'est qu'il a un grand écran de 5 pouces, qu'il est assez fin. Ah oui. Et c'est surtout son prix, la bonne nouvelle. Il a été annoncé au CES à 169 €. Et en fait, jusqu'à la fin mars, grâce à une réduction Acer, il sera à 149 €. Et là, certains constructeurs low cost ont un petit peu de soucis à se faire. D'accord, très bien. En plus, joli, hein, plutôt design, sympathique. Merci Stéphanie. Merci beaucoup Stéphanie. On va retrouver les tests de ces 3 smartphones sur zeronet.com, si ce n'est déjà fait, d'ailleurs. Ça va arriver très vite. Voilà, Stéphanie en direct du labo avec la caméra de Jean-David Duhart. Et on revient au studio, François. On revient au studio. Bon, on a pris du retard. Hein. Oui, mais comme toujours. Inévitable. Attendez, là, on essaie de se caler, hein, si vous voulez. Mais on va y arriver, vous allez voir. Un jour, on sera à l'heure. On a encore plein de trucs à vous dire. Allez, on va rester dans le hardware et on va parler avec François Bedin. Salut François. Salut François. Qui est venu nous rendre visite. De disques durs, mais alors des disques durs externes qui sortent vraiment de l'ordinaire, ceux-là. Oui. Toshiba sort des disques durs, propose des disques durs. On parle souvent de Western Digital ou de Seagate, mais pas beaucoup de Toshiba, alors que c'est un fabricant de disques. Donc là, j'en ai 2. Ouais. C'est des disques durs de 2 Teraoctets. C'est la plus haute capacité qu'on peut avoir dans ce format-là. Dans ce petit format, on a 2 Teraoctets. Voilà. Wow. Donc là, il y a le modèle. C'est quelle technologie? C'est du classique ou c'est du SSD? C'est du classique. C'est du classique, Donc ça, c'est le modèle basique. Le modèle basique, il coûte à peu près 120 €. Et comme son nom l'indique, il est basique. C'est-à-dire qu'il est livré tel quel, avec un câble, et puis voilà, on le branche, et on a 2 Teraoctets. Ou pas, là, bien sûr, on est en USB 3. Ouais, vaut mieux, parce que les Teraoctets, là, si on ne veut pas passer le week-end pour transférer des données, vaut mieux être en USB 3. Ok, ça c'est pour le Toshiba. Voilà. Mais le plus intéressant, c'est celui-là, c'est le modèle Canvio. D'accord, qui est donc un petit peu plus haut de gamme. Qui est un peu plus cher, qui coûte 150 €. Mais lui, il se distingue par ses logiciels. C'est-à-dire qu'il est livré avec 2 softs. Le premier logiciel, c'est un logiciel de sauvegarde, qui est très très bien fait, qui permet vraiment de sauvegarder très facilement son ordinateur. Et le deuxième logiciel, qui moi m'a vraiment emballé, c'est PogoPlug. C'est un logiciel qui permet de partager ses fichiers sur le net. Donc il faut que le disque soit connecté à l'ordinateur, que l'ordinateur soit connecté à Internet. Et à ce moment-là, en lançant le logiciel, les fichiers deviennent accessibles par le net, d'où on se trouve, et même avec un smartphone ou une tablette. Ouais, sympa, ça partage au-delà même de la maison, quoi, en fait. Et donc, il est fourni gratuitement, alors qu'il coûte à peu près dans les 30 €, avec en plus du stockage sur le cloud. Vous avez 10 Go de stockage. Pas mal. Mélange. Voilà, donc là, on est à 150 €, c'est ça. 150 € pour 2 Tera. 2 Tera, et puis donc des services et des logiciels en plus. Voilà, c'est très bien. Le distinguo. Et puis, on va terminer avec une clé USB, elle aussi assez insolite, assez extraordinaire. Voilà, nous avons reçu et testé la plus grosse clé USB, tant au niveau de la taille qu'au niveau de la capacité, puisqu'elle fait 1 Teraoctet, et 1 Teraoctet, c'est la moitié de... Incroyable. 1 Teraoctet. C'est la première clé USB au monde d'1 Teraoctet. Voilà, Kingston avait sorti le modèle de 512 gigaoctets. Au départ, ils avaient annoncé le 1 Tera, mais ils ne l'avaient pas sorti. Ils avaient sorti le 512, et là, ils sont enfin passés au 1 Teraoctet, mais alors pour un prix monstrueux, puisque 1400 €.
1400 € la clé USB. Voilà. 512 coûte 700 €, donc la Tera coûte 1400 €. Oui, mais bon, aujourd'hui ça coûte ce prix-là, mais on sait que dans quelques années, voilà, les prix vont baisser rapidement, non? C'est une prouesse technologique de réaliser une clé USB d'1 Teraoctet dans un... Non, parce que ça dépend en fait de la densité des puces. Ouais. Il y a une question, c'est les logiciels dont on parlait pour les disques durs, pour PC, également pour Mac? Alors oui, le Pogo Plug est aussi dispo pour Mac. D'accord. Voilà. Si vous voulez interagir, rappelons que nous sommes en direct. Il est exactement 18h30, donc on est déjà en retard, effectivement. Ouais. Allez, on va vite terminer. /01 live, tout simplement, sur Twitter. Merci François. Merci François. Merci François. On va terminer avec 2 coups de cœur, oui. Nos petits coups de cœur à nous. Allez, commence. On essaiera de faire ça assez régulièrement. Moi, mon coup de cœur, c'est d'une manière générale tous ces accessoires pour tablettes et notamment les étuis qui intègrent un clavier. Ah oui. Alors voici par exemple un étui clavier pour iPad que j'ai bien aimé, c'est le Logitech. Et alors la particularité, c'est qu'il est dédié à l'iPad Air, qui vous le savez est hyper léger, donc il fallait un étui clavier pas trop épais. Et Logitech, comme d'habitude, ne s'est pas raté. Ils ont réussi à faire un truc assez fin. Bon, c'est pas aussi fin évidemment que s'il n'y avait pas de clavier, parce qu'il y a un petit peu d'épaisseur, mais on est dans la légèreté. C'est très sympa avec un vrai clavier. Bon, j'allais dire assez confortable, il a des touches éloignées les unes des autres, c'est pas mal. Seul petit point faible, ils se sont amusés à recombiner un peu les touches et du coup, on perd un petit peu ses habitudes. Au début, il faut un peu... Il est très joli. Hein, il est joli, il est solide, c'est pas mal. Et puis ça transforme un iPad en un vrai petit ordinateur. Un vrai petit ordinateur. C'est ça qui est bon, formidable. Et toi, t'as quoi? Alors moi, j'ai un iPad, si tu veux, mais un petit peu plus grand. Oh là là. Regardez ce que j'ai entre les mains. Voilà. Alors, ce n'est pas un cadre que je vais accrocher chez moi. Je ne sais pas si ma femme serait ravie. Je la salue d'ailleurs. Regardez ce truc-là. C'est tout simplement une tablette tactile avec un écran 4K, c'est-à-dire Ultra HD. C'est la première tablette tactile avec un écran donc d'ultra haute définition. C'est Panasonic qui s'apprête à sortir cet appareil. Alors regardez, bon voilà, on peut imaginer que ça peut avoir une utilité dans le domaine professionnel, pour les graphistes, etc., pour tous ceux qui veulent retoucher des photos. Alors, ça tourne sous Windows 8.1. Ne dis pas tout, François, parce qu'on en parlera en longueur lundi matin sur 01net TV. Voilà, lundi matin, on vous expliquera comment fonctionne cette tablette. Regardez, on la voit de dos avant de se dire au revoir. Je vais essayer de ne pas la casser parce que c'est la seule en Europe. Donc, ils nous l'ont confiée, on va essayer de la rendre intacte. Voilà pour ce 01 Live Hebdo qui se termine, les amis, avec un peu de retard, mais on était ravis de passer cette demi-heure en votre compagnie. Notez-le maintenant, dorénavant, on est là chaque jeudi en direct de 18h à 18h30 pour débriefer ensemble l'actualité high-tech. Vous pouvez continuer à voter. La question 01net Orange. Comment écoutez-vous votre musique aujourd'hui en streaming sur YouTube de manière illégale, etc. On vous donnera les résultats du sondage la semaine prochaine. Bien entendu, vous allez pouvoir retrouver le replay de cette vidéo très rapidement sur YouTube, sur Dailymotion, sur 01net.com. Et puis n'hésitez pas surtout à faire le buzz. Dites à vos amis, s'ils sont fans de nouvelles techno, qu'il y a un rendez-vous maintenant en direct chaque jeudi de 18h à 18h30 sur 01net.com. On compte sur vous. Portez-vous bien, bonne soirée et je vous rappelle que nous sommes là tous les jours pour l'actualité high-tech sur 01net. C'est 01net TV. Salut à tous.